Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale. Selon l'article 45 du Code électoral, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue ce 31 octobre 2020. Et le processus est lancé du 10 au 24 juin 2020. La révision de la liste électorale. L'opération démarre donc dans 48 heures. Elle concerne toute l'étendue du territoire national et se tiendra également du 13 au 24 juin 2020 à l'étranger. Révision de la liste électorale, comment comprendre tout le processus, quelles sont les différentes étapes du processus des élections en Côte d'Ivoire. Cette émission spéciale est consacrée à la question et nous avons beaucoup de plaisir à recevoir le président de la commission électorale indépendante pour en parler, Monsieur Ibrahim Kuibia Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans cette émission. D'abord, il y a cette clarification importante à apporter. Enrôlement à la CNI, identification, révision de la liste électorale, ils sont nombreux à se perdre. Quelle est la différence? Mais la différence, c'est l'objectif. La révision de la liste électorale vise à inscrire le citoyen sur la liste électorale. L'enrôlement de l'identification permet aux citoyens d'avoir une carte nationale d'identité. Pour nous, l'enrôlement a pour objectif de délivrer aux citoyens une carte d'électeur. Voilà la différence. L'enrôlement, c'est une inscription. Et cet enrôlement se distingue par rapport à ses objectifs. Pour nous, c'est la carte d'électeur. Pour l'identification, c'est la carte nationale d'identité. La révision de la liste électorale, on le sait, la loi demande de le faire chaque année, mais on constate que ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Et on se précipite plutôt quand on est en année électorale. Pourquoi? Oh, ben ça, je ne saurais vous répondre. Hein. En réalité, c'est une désaffection. C'est la population qui ne vient pas. Est-ce que la CEI lance le processus en année ordinaire? Oui, c'est vrai que je l'avoue qu'on n'a pas fait toutes les années. C'est parce que tout simplement, on a constaté au niveau des statistiques passées qu'il n'y a pas un engouement. Sinon, nous l'avons fait en 2010, nous l'avons fait en 2015, nous l'avons fait en 2016, nous l'avons fait en 2018 et nous le faisons en 2020. Vous le faites sans convoquer les électeurs, la population? Ah si, on l'a toujours fait. On l'a toujours fait. Chaque année, c'est vrai que l'article 6 prescrit que la révision de la liste électorale est annuelle. Mais il arrive qu'il n'y ait pas d'engouement de la part de la population. C'est pour cette raison que certainement l'organe qui est chargé d'organiser les élections se donne le temps d'avoir le maximum d'Ivoiriens intéressés à la matière. C'est pour cette raison qu'il y a une certaine périodicité. Mais sinon, la règle aurait été de faire la révision chaque année. On attend que la CEI le fasse effectivement, parce que la révision de la liste électorale démarre. Pour cette année, c'est du 10 juin au 24. Quelles sont les différentes étapes de ce processus? Alors, l'enrôlement, la révision de la liste électorale consiste à inscrire ou tout simplement à mettre à jour la liste électorale en tenant compte de trois objectifs. Premièrement, inscrire toutes les personnes qui méritent d'être inscrites sur la liste électorale. Ensuite, radier celles qui ne méritent plus d'y figurer, c'est-à-dire les personnes qui sont décédées ou celles qui sont déchues de leurs droits. Et puis permettre à ceux ou celles, les personnes qui sont déjà inscrites sur la liste électorale, de mettre à jour leurs informations. Donc voilà les trois objectifs qu'on recherche à travers la révision de la liste électorale. Alors, ces objectifs sont atteints à travers trois étapes. La première étape, c'est l'enrôlement. La deuxième, c'est le traitement. Et la troisième, c'est la production des documents consécutifs à la collecte des données. Alors, l'enrôlement consiste, comme je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, à inscrire le citoyen sur un registre. Lequel registre est appelé ici la liste électorale, qui va conférer donc la qualité d'électeur aux citoyens. Alors, pour ce faire, il faut que le citoyen se déplace pour venir dans un centre d'enrôlement. Et il va renseigner deux bases de données. La première base de données est appelée la base de données alphanumérique. Il va donc renseigner le formulaire, son nom, son prénom, sa date de naissance, sa profession, le nom et prénom de ses parents, leur lieu de naissance. Et puis, la deuxième base de données qu'il va renseigner, c'est la base de données biométrique. On va capturer ses empreintes et puis sa photo. Ce sont ces deux bases de données qui vont constituer donc l'identité de l'électeur et qui va permettre la confection du document final qui est la carte d'électeur. Alors, dans un centre, nous avons des citoyens qu'on appelle les agents électoraux qui agissent au nom et pour le compte de la commission électorale indépendante, qui vont donc recevoir les citoyens qui vont venir s'inscrire. Et donc, on va faire, comme je l'ai dit, renseigner les formulaires
et puis capturer les données. Oui, qui a la qualité qu'il faut pour être sur la liste électorale, si vous voulez, qui est concerné par l'opération? Alors, les personnes qui sont concernées par l'opération sont de deux catégories. Mais de façon générale, on retient que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut être ivoirien. Il faut avoir 18 ans. Il faut jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'une incapacité ou d'une indignité quelconque. Voilà les conditions pour être inscrit sur la liste électorale. Alors, dans ces conditions, on distingue deux catégories de citoyens. La première catégorie qui est concernée par la révision de la liste électorale, ce sont les personnes qui existent déjà sur la liste électorale, mais qui viennent pour mettre à jour les informations les concernant. Notamment quand ces personnes-là décident, par exemple, de changer de lieu de vote. Quand ces personnes-là, par exemple, ont considéré que dans leur nom, il y a des erreurs. Ou quand c'est une femme mariée qui, avant son enregistrement sur la liste électorale, elle n'était pas mariée, et puis à la révision, elle est devenue entre-temps, elle peut demander à ce que son nom mentionné sur ces documents officiels soit transcrit dans la liste électorale. Donc voilà la première catégorie. Ce sont des personnes qui existent déjà sur la liste électorale. La deuxième catégorie, c'est celle qui vient pour la première fois s'inscrire sur la liste électorale. On a distingue deux composantes. Les majeurs qui viennent pour la première fois. Donc ceux qui ont maintenant 18 ans. Et puis ceux qui ont maintenant 18 ans, qu'on appelle les nouveaux majeurs, qui viennent pour la première fois s'inscrire sur la liste électorale. Voilà donc les personnes qui sont concernées. Alors aujourd'hui, l'opération va démarrer ici le 10, mais à l'extérieur, c'est du 13 au 24. Il y a une différence de délai. Pourquoi? Parce que tout simplement, on permet, il y a le déploiement de notre matériel sur toute l'étendue du territoire et également à l'étranger. Donc on permet à l'étranger de prendre le pas. Après, non, c'est une question de commodité pratique. C'est tout. Ça ne répond à rien du tout, mais ça répond à l'exécution aisée de notre mission sur le terrain. Il y a 84 centres à l'extérieur. Est-ce que c'est suffisant? C'est pareil pour la Côte d'Ivoire où on a 10 848 centres d'enrôlement. Oui, mais c'est suffisant parce qu'on tient compte de la densité de la population, des compatriotes à l'étranger. Et nous avons fait le tour. Et la révision va nous permettre de mieux jauger la densité de cette population sur toute l'étendue du territoire à l'étranger. Et donc, en fonction de cela, nous allons peut-être voir s'il y a plus d'Ivoiriens, ben on va augmenter le nombre de lieux d'enrôlement ou bien de lieux de vote. Il faut quel type de pièces pour aller se faire enrôler? Alors, il faut distinguer selon qu'on est sur le territoire national qu'à l'étranger. Donc, commençons par la Côte d'Ivoire. Bon, pour la Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien. Il y a un principe et il y a une exception. Vous savez, la matière électorale est régie par deux normes principales. Il y a le code électoral, la loi, et puis il y a le consensus acquis par les acteurs politiques. La loi dit qu'il faut être ivoirien, avoir 18 ans, jouir de ses droits civiques et politiques, et puis ne pas être frappé d'incapacité. Alors, si on doit s'en tenir à la loi, il faut produire un certificat de nationalité, un casier judiciaire, attestant de ce que vous êtes de bonne moralité, que vous jouissez de vos droits civils et politiques. Et puis, il faut avoir son extrait d'acte de naissance pour attester de votre naissance. Et puis, il faut avoir le décret de naturalisation attestant de ce que, effectivement, vous êtes relevé de toutes les incapacités. Il faut réunir tout ça à la fois? Non, c'est ça le principe. Mais comme c'est fastidieux pour le citoyen, donc on a résumé que le citoyen vienne avec une carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, vous venez avec une attestation d'identité. Si vous n'avez pas une attestation d'identité, vous venez avec le récépissé délivré par l'ONESI à l'occasion de l'enrôlement pour la carte nationale d'identité. Et si vous n'avez pas ce récépissé, vous pouvez produire un certificat de nationalité. Alors pour ceux qui n'ont pas encore le récépissé de l'ONESI, pour la nouvelle carte, le gouvernement a prorogé l'ancienne carte. Est-ce qu'ils peuvent venir avec cette ancienne carte? Mais bien sûr, ils peuvent venir, et c'est l'intérêt de la prolongation. Voilà. Donc, ils peuvent venir avec la carte nationale d'identité prorogée, ou à défaut, une attestation d'identité, ou à défaut, le récépissé, ou à défaut, un certificat de nationalité suffit. Alors, il y a les centres d'enrôlement physique dont on vient de parler, mais il y a aussi cette fois cette innovation. L'enrôlement en ligne, comment ça va se faire? Alors, l'enrôlement en ligne concerne qui? L'enrôlement en ligne concerne les citoyens qui sont déjà inscrits sur la liste électorale et qui désirent changer de lieu de vote. Voilà. Alors, on avait constaté, à l'occasion des révisions déjà passées, que
la révision comportait à plus de 70% des personnes qui venaient tout simplement changer leur lieu de vote. Et comme ces personnes-là ont déjà leurs photos et leurs empreintes déjà enregistrées dans nos données, il n'était point besoin que celles-ci se déplacent pour venir dans notre centre d'enrôlement. Donc on a innové en créant l'enrôlement en ligne. Ces personnes-là viennent simplement pour modifier les données alphanumériques qui sont déjà sur la liste électorale. Par exemple, le changement de lieu de vote. Mais je dis bien, l'enrôlement en ligne n'exclut pas l'enrôlement physique. C'est une faculté qui est reconnue aux citoyens. Donc l'enrôlement en ligne n'est réservé qu'aux personnes déjà inscrites sur la liste électorale et qui veulent changer de lieu de vote. Alors, on parle de digital. Il y a un enjeu important, c'est la sécurité des données. Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'on est à l'abri de toute manipulation des données parce qu'on sait qu'il y a, par exemple, les hackers qui attaquent les systèmes d'information? Oui, c'est pour cette raison que les imprimés qui vont servir de base à ceux qui viennent se faire enrôler en ligne contiennent des QR codes, des codes barres que seuls les techniciens de la commission électorale peuvent déchiffrer. Alors, la liste électorale actuelle, c'est autour de 6 000 électeurs. Vous attendez combien de personnes pour cette fois? Alors, sur ce point, à l'occasion de notre conférence de presse, on a suscité quelques polémiques. Il est bon de préciser que nous attendons tous les Ivoiriens désireux de venir se faire inscrire sur la liste électorale. Donc, ceux qui remplissent les conditions. Ceux qui remplissent les conditions. Donc, c'est tous les Ivoiriens. Nous n'attendons que les Ivoiriens qui remplissent les conditions pour se voir inscrits sur la liste électorale. Ils sont combien? Alors pour l'heure, ils sont 6 595 790 sur la liste électorale. Mais les Ivoiriens, les potentiels Ivoiriens qui pourraient venir sont dans l'ordre de 4 500 000. Mais je le dis bien, c'est une faculté, le droit de voter. Ce n'est pas parce que c'est 4 500 000 qui ne sont pas inscrits qu'ils viendront forcément s'inscrire sur la liste électorale. Quand vous dites que c'est une faculté, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Certains Ivoiriens peuvent être en âge de voter, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas être frappés des capacités et ne pas vouloir s'inscrire sur la liste électorale. C'est une faculté qui leur est reconnue. Donc le droit de vote est une faculté, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce qu'il y a 4 500 000 personnes qui sont en âge de voter que ces personnes-là viendront obligatoirement s'inscrire sur la liste électorale. C'est pour cette raison que je précise que nous attendons les Ivoiriens qui sont en âge de voter et qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale. De toutes les révisions qu'on a eues, la moyenne de nouveaux inscrits, c'était dans l'ordre de combien? 252 600. La moyenne. C'est pas révision. Il n'y a pas grande affluence. Il n'y a pas grande affluence. Et c'est pour cette raison, cette année, nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Nous continuons de faire la communication pour inviter nos concitoyens à venir s'inscrire. Si telle n'est pas leur volonté, bien entendu. Parce que je dis bien que c'est une faculté. Ils peuvent choisir de ne pas, en connaissance des causes, de ne pas venir voter. Mais maintenant, s'ils ont décidé de venir voter, il faut leur montrer les règles du jeu. C'est pour cette raison qu'on leur demande de venir s'inscrire sur la liste électorale. Ils sont nombreux à critiquer, à décrier le délai de 2 semaines. Ils estiment que c'est peu. Mais est-ce que la CEI a une réponse? Mais oui, la CEI dit commençons déjà. Commençons déjà. C'est parce que... Et on pourrait prolonger? Ah oui, c'est possible. C'est possible. S'il arrive qu'il y a une affluence, la CEI peut organiser la prolongation, permettre aux citoyens de venir s'inscrire sur la liste électorale. Mais c'est fort de ce que il est possible qu'il y ait une affluence que la commission électorale indépendante a prévu l'enrôlement en ligne. Bon, qui est réservé quand même à une partie, oui, pas à tout le monde. Mais oui, c'est pour décongestionner déjà les centres d'enrôlement physique. Et ensuite, nous avons multiplié les centres d'enrôlement. Aujourd'hui, nous sommes à 10 849 centres d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire pour permettre aux Ivoiriens de participer effectivement. C'est-à-dire tous les lieux de vote ont été transformés en centres d'enrôlement pour permettre de rapprocher le citoyen de la matière électorale. Donc ils pourront s'inscrire où ils veulent. Ils s'inquiètent par rapport au délai justement parce que nous sommes dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Donc la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette crise, à ce contexte de Covid-19. Est-ce que vous avez pris les dispositions qu'il faut pour ne pas encore que le virus passe par la révision électorale pour se propager davantage? Bien sûr, vous pensez bien. Ce n'est pas parce que la commission électorale est indépendante qu'elle ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire.
Elle sait ce qui se passe et elle est respectueuse des mesures prises par le gouvernement. Et c'est pour cette raison que dans tous les centres, il y aura ce mécanisme de protection. D'abord la distanciation, le gel hydroalcoolique permettant de nettoyer les mains et puis le masque permettant de mettre, comme on appelle les agents électoraux, des postillons qui pourront peut-être être jetés à leur visage. Donc tout est prévu pour cela. Tout est prévu et nous avons prévu cela. Alors, c'est une étape importante qui permet de réduire en tout cas les velléités de crise, etc. On ne va pas refaire le débat de composition, recomposition de la commission électorale indépendante, mais est-ce que vous avez associé l'opposition à ce processus? Nous pensons, le 6 du mois passé, nous avons obtenu auprès du système des Nations Unies une réunion avec les partis politiques. Et au cours de cette réunion, nous avons discuté des modalités pratiques d'inscription sur la liste électorale. Et nous avons pris l'engagement à cette occasion d'informer tous nos partenaires que toutes les étapes du processus électoral seront portées à leur connaissance. De sorte que nous discutions d'abord des modalités pratiques pour élaborer un mode opératoire et au regard duquel nous allons exécuter notre opération. Donc c'est un engagement que nous avons pris et c'est pour cette raison que nous venons devant vous ici pour dire que nous continuons de prendre cet engagement ferme et après la révision de la liste électorale, il sera question du dépôt des candidatures et après la campagne et ainsi de suite, le choix, l'élection. Donc toutes ces étapes-là seront exécutées de concert avec les partis politiques. Parce qu'il est bon de préciser que les partis politiques, conformément à la Constitution, ont pour vocation de conquérir le pouvoir d'État. Et ils ne peuvent conquérir le pouvoir d'État que par le biais de l'élection, laquelle élection est organisée par la Commission électorale indépendante. Donc nous considérons que les partis politiques ne sont pas nos adversaires, ce sont nos alliés. Et en tant qu'alliés, nous allons nous concerter pour mettre en place un mode opératoire qui rentre bien entendu dans l'antre de la loi. Alors, je pose la question parce que j'ai sous les yeux une déclaration d'une quinzaine de partis politiques réunis au sein d'une plateforme. C'est le 26 mai 2020 qui parle d'une décision de la Commission électorale indépendante, je cite, décision unilatérale, non consensuelle, non validée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne l'avez pas associé véritablement. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense le contraire. Les archives sont là. Nous sommes partis au PNUD. C'est dans l'enceinte du PNUD que nous avons rencontré les partis politiques. Nous les avons informés. Nous avons convenu de certaines choses. Alors, à l'occasion de cette réunion, les partis politiques... Vous parlez de la réunion du 6? Oui. Sur l'égide du PNUD. Oui, sur l'égide du PNUD. Les partis politiques ont souhaité les pièces à fournir. La carte nationale d'identité, le certificat de nationalité et l'attestation d'identité. Le décret portant modalité d'inscription en tient compte. Vous pouvez le vérifier. Ensuite, ils ont posé le problème du délai. Je leur ai dit que je suis la première personne heureuse de voir beaucoup d'Ivoiriens venir sans se faire enrôler sur la liste électorale. Et c'est pour cette raison que nous avons prévu l'enrôlement en ligne. Et si d'aventure il y avait une affluence, mais nous allons aviser dans le sens de la prolongation du délai de la révision de la liste électorale. Voilà, nous avons convenu de ces choses-là et ce sont ces choses-là que nous mettons en exécution. Donc je pense que... Le dialogue n'est pas rompu. Pas du tout. Le dialogue ne peut pas être rompu. Comme je vous l'ai dit, ce sont des alliés, ce sont des partenaires. Moi, j'organise les élections et les élections est la chose qui les intéresse pour arriver au pouvoir. Donc nous sommes des alliés. Alors, ce qu'on note, c'est qu'après, l'opposition qui a lancé d'ailleurs un appel aux militants, à ces militants pour se faire enrôler ou du moins participer à la révision de la liste électorale. Est-ce que la Covid-19 aura un impact sur le processus électoral de façon générale? Non, plus maintenant. Jusqu'à preuve du contraire, plus maintenant. On s'est donné un chronogramme et le chronogramme est en train d'être respecté. Au départ, effectivement, il y avait un impact parce que nous organisons la formation de nos agents électoraux dans des écoles. Et c'est 35 000 agents électoraux sur toute l'étendue du territoire. Alors quand vous dites que vous ne pouvez pas vous réunir à plus de 50 personnes et que les établissements sont fermés... À plus de 200 maintenant. Bon, à plus de 200. Non, je parle de l'ancienne disposition. Et à plus de 200 maintenant, c'est sûr que ça impactait nécessairement sur notre chronogramme. Mais maintenant que toutes ces mesures-là sont levées, nous avons accès aux écoles et les formations ont lieu, il n'y a pas de souci. Alors, octobre 2020 pour la présidentielle, du moins pour le premier tour de l'élection, c'est bien tenu? Oui, c'est bien tenu, il n'y a pas de souci.
Et la liste électorale provisoire doit être disponible 3 mois avant, c'est-à-dire autour de août. Le 31 juillet. 31 juillet. Oui. Le 1er août, nous sommes prêts. D'accord. Si la Covid-19 venait à redoubler d'efforts, Mais de sorte à avoir beaucoup plus de terrain, oui. Que va faire la commission électorale indépendante par rapport au délai? Ben, on va aviser. Vous allez aviser, ça veut dire quoi? Ben, on prendra les dispositions nécessaires pour respecter la Constitution. Parce que la Constitution a prescrit que l'élection du président de la République a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année. Donc nous allons aviser en fonction de cela. Pour la présidente, pour le premier tour et puis le second tour, c'est en novembre. Oui, 15 jours après. Alors si la loi électorale le dit ainsi, ça veut dire que le 31, vous avez dit juillet, on a la liste électorale provisoire. On a combien de temps pour le contentieux, etc., pour avoir la liste définitive? Oh, nous, on prévoit le 23 septembre pour avoir la liste définitive. Qu'est-ce qu'il faut pour le contentieux? Quand vous dites contentieux sur la liste électorale, ça veut dire quoi? Ben, le contentieux de la liste électorale consiste tout simplement à autoriser le citoyen, en respectant bien entendu le droit de vote, lui permettre au citoyen de demander son inscription sur la liste électorale si la commission n'y a pas fait droit. Et s'il y a des gens qui existent sur la liste électorale qui ne méritent pas d'y exister, le citoyen a le droit de demander leur radiation. Et s'il y a des erreurs contenues dans les mentions des personnes concernées, le citoyen a le droit de demander la rectification. Voilà ce qui constitue le contentieux de la liste électorale. Dans le premier cas, on parlera de contentieux de l'inscription de la liste sur la liste électorale. Dans le second, on parlera de contentieux de la radiation et le contentieux de rectification. Alors, si ils ne sont pas d'accord avec la commission électorale indépendante, donc les citoyens comme les partis politiques, oui, à qui vous allez remettre cette liste provisoire. Tout à fait. On a la possibilité de saisir les juridictions pour demander qu'on fasse droit à leur requête. Ils peuvent demander directement à la commission électorale indépendante. Mais c'est ce qu'ils font d'abord. C'est-à-dire que lorsque nous, on a collecté les données, on les a traitées et on a affiché la liste électorale, c'est tout le sens de l'affichage. C'est pour recueillir maintenant les observations et les réclamations qui sont faites à la commission électorale indépendante. La commission électorale va statuer sur ces requêtes. Elle peut faire droit comme ne pas faire droit. Quand elles ne font pas droit, le citoyen requérant est en droit de saisir les juridictions autres que la commission électorale indépendante pour faire droit à leurs requêtes. Et quand les juridictions prennent leur décision, mais ça s'impose à la commission électorale qui va intégrer cette décision-là sur la liste électorale. Déjà, les débats ont commencé sur cette liste électorale. Est-ce que vous pouvez rassurer les uns et les autres sur la transparence de cette liste électorale? Ben, la meilleure façon d'apprécier cela, c'est de venir déjà massivement se faire inscrire sur la liste électorale. Quel intérêt la commission électorale a-t-elle à empêcher les citoyens de venir se faire inscrire sur la liste électorale? Parce que pour nous, la liste électorale est importante parce que c'est elle qui confère la qualité d'électeur. L'élection ne pourra avoir lieu le 31 octobre 2020 que s'il y a électeur et s'il y a candidat. Et pour être électeur, il faut que vous soyez inscrit sur la liste électorale. D'où la nécessité de se voir inscrit sur la liste électorale. Donc pour nous, nous faisons cet appel, nous lançons cet appel aux citoyens de venir massivement se faire enrôler parce que l'élection est la faculté reconnue aux citoyens de choisir son candidat. Parce que la Constitution dit que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Mais le peuple le transfère à ses gouvernants par le biais de l'élection. Donc l'élection est le moyen par lequel le citoyen s'exprime et détermine le choix de son gouvernant. Alors s'il participe au jeu, il va déterminer volontairement au choix, il va participer à la détermination du choix de son gouvernant. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas obligatoire. Oui, ce n'est pas obligatoire, c'est une faculté. Je l'ai dit, c'est une faculté, mais en le faisant, ce n'est pas non plus une infraction. Est-ce que ça a un impact sur le taux de participation? En principe, non. En principe, non. C'est une faculté. Parce que celui qui décide de ne pas choisir, il choisit. Est-ce qu'on peut se baser sur ça pour parler de la légitimité, par exemple, du président élu, de l'élu local en question? Bon, c'est des spécialistes qui en font des gorges chaudes, hein, mais sinon, pour moi, dans un pays où c'est une faculté de voter, on ne peut pas apprécier le taux de participation. Parce que dans le droit électoral aujourd'hui européen, même le bulletin blanc est pris en compte comme étant un suffrage exprimé. Oui. Vous voyez? C'est pour dire que faire un choix ou ne pas faire un choix est un choix. Donc celui qui ne vient pas volontairement choisir son dirigeant, mais en le faisant, mais il a respecté la loi. Parce que ce n'est pas une infraction que de ne pas venir voter. Alors, il y a une question aussi tout aussi importante lors des élections, notamment les élections locales, et le code électoral
à trouver une solution. Alors, la transhumance Oui. est formellement interdite. Que dit la disposition sur la question? Non, en fait, c'est une disposition qui a toujours existé. Sauf que, à la dernière révision du Code électoral en 2015, faculté était donnée aux citoyens de s'inscrire dans une zone où il avait des intérêts économiques et sociaux. C'était tout. Sinon, il a toujours été admis aux citoyens de choisir son lieu de vote en fonction de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de paiement des impôts. Mais en 2015, on a ajouté là où il y a son intérêt économique et social. Ça a ouvert les yeux. Et d'autres, certains politiques, ont détourné cette disposition de son objectif. Et prenant donc des citoyens qui n'étaient pas dans un lieu donné, pour les amener pour voter dans ce lieu-là, et après retourner dans leur lieu où ils résident habituellement. C'est ce qu'on a appelé la transhumance électorale. Avec la nouvelle disposition, vous ne pouvez plus changer de lieu de vote sans rapporter la preuve des conditions requises par la loi. Désormais, si vous demandez à voter dans un lieu B au lieu du lieu A où vous êtes, vous devriez rapporter la preuve que dans le lieu B, vous y avez votre domicile ou à défaut votre résidence ou à défaut votre résidence fiscale. C'est valable pour cette révision de la liste électorale? Oui, c'est valable pour cette révision de la liste électorale. Alors, quand quelqu'un, par exemple, travaille à Cocody, au plateau, il habite Songon et Yopougon, tous les jours, il est entre le plateau, Cocody, etc., il ne peut pas prétexter de cela pour revoir son lieu de vote? Non, c'est lui qui choisit son lieu de vote. Alors, il faut préciser que... Mais vous parlez de transhumance. Est-ce que ce n'est pas en dehors de ce qui est organisé, bien organisé d'ailleurs, Oui. mais est-ce que ces cas isolés dont je viens de parler ne sont pas admis? Mais bien sûr, s'il décide de voter à Cocody parce que c'est là-bas qu'il considère être son domicile, il n'y a pas de souci. Parce que quand il vient s'inscrire pour la première fois sur la liste électorale, il n'a pas la preuve de son domicile à faire. Il est bon de le préciser, le code impose la preuve du domicile qu'à celui qui change de domicile. Et qui est déjà inscrit sur la liste électorale. Et qui veut changer. Qui veut changer. Sinon, celui qui vient pour la première fois, il vient tout simplement en disant, je travaille ici, voilà la preuve de ce que je travaille ici, il s'inscrit et puis c'est fini. Mais maintenant, s'il travaille à Cocody et qu'il décide de voter à Cocody, il n'y a pas de souci. Mais si, d'aventure, l'envie lui vient de se faire, comme on appelle, de se transporter à Abobo, il devra rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises par la loi. C'est-à-dire qu'à Abobo, il a son domicile. Qui doit veiller justement à cette transhumance, à l'interdiction de cette transhumance électorale? Mais c'est la commission. Mais bien entendu, à l'occasion de la révision de la liste électorale. Comment vous allez le faire? C'est là la question, je pense, la partie la plus difficile. Non, c'est simple. Parce que si vous dites que vous êtes domicilié à Abobo, il faut nous rapporter la preuve que vous êtes désormais domicilié à Abobo par la délivrance d'un certificat de résidence ou bien de domicile. Voilà, c'est tout. Alors, certains qui estiment qu'il faut que les anciens transhumants retournent dans leur zone d'origine. Que répond la CEI à cette question? Vous savez, pour l'heure, cette question n'a pas été posée à la commission électorale indépendante. Je vous la pose, moi. Mais moi, je dis que la loi ne rétroagit pas. La loi vaut pour l'avenir. S'ils ont décidé d'aller voter dans un lieu, en le faisant, ils étaient en conformité avec l'ancienne loi. Mais si maintenant, ils veulent revenir dans leur lieu, ils devront se conformer à la loi qui prévaut pour le moment, celle qui dit que si vous partez dans un autre lieu que le lieu où vous êtes, vous devez rapporter la preuve de votre domicile, de votre résidence ou de votre résidence fiscale. C'est cette obligation qui pèse désormais sur ceux qui veulent revenir dans leur lieu habituel de résidence ou de domicile. Cette émission spéciale tire à sa fin. Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, on vous laisse quelques minutes pour vous adresser aux populations au moment où, dans 48 heures, on ouvre les centres d'enrôlement pour la révision de la liste électorale. Ben, comme je l'ai dit, je voudrais dire à la population de venir massivement participer à la révision de la liste électorale pour éviter à la Côte d'Ivoire une énième crise. Parce que vous ne pouvez légitimement critiquer que si vous exprimez votre droit. Et c'est ce droit qu'on offre aux citoyens de venir se faire inscrire sur la liste électorale. Celui-là, il est bon. Celui-là, il n'est pas bon. Je ne l'ai pas choisi. Je l'ai choisi. C'est quand vous avez la qualité de choisir.
Si vous n'avez pas la qualité de choisir, comment vous faites? Or, la révision de la liste électorale vous offre cette possibilité. Venez vous faire inscrire sur la liste électorale à l'effet d'avoir la qualité d'électeur. Laquelle qualité d'électeur vous autorise à choisir désormais votre gouvernant le 31 octobre 2020. Donc, venez massivement pour exercer ce droit, pour vous permettre sereinement de choisir celui que vous souhaitez être votre dirigeant désormais. Koulibaly Coulibaly Ibrahim, président de la commission électorale indépendante, la CEI, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On retient que c'est dans 48 heures le début de la révision de la liste électorale du 10 au 24 juin 2020, 11 000 centres d'enrôlement. Le processus est dématérialisé avec une possibilité de le faire en ligne. Cette émission spéciale est terminée. Merci d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur RTI 1. Coronavirus. La Côte d'Ivoire face à la pandémie. Où en est-on dans la lutte contre